Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, Afro-Basket, le Sénégal est éliminé. Les Poulains de Boniface Ndong se sont inclinés devant la Côte d'Ivoire cet après-midi. Nous retrouverons à Kigali notre envoyé spécial Saïkou Seydi. Scène de bagarre ce matin à la sous-préfecture de Grand Dakar. Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, et consorts étaient sur les lieux pour dénoncer ce qu'ils appellent un transfert d'électeurs et le renvoi du représentant de la coalition Yewwi Askan Wi. Les détails à suivre. Les agressions semblent reprendre à Dakar. Boubacar Dian nous dira dans cette édition comment usagers et conducteurs vivent la résurgence de ce phénomène. Pendant ce temps, la valse des prix de denrées de première nécessité hante le sommeil des consommateurs. Sujet de votre rubrique du samedi, article de la semaine. Bienvenue à tous. Afro-Basket, le Sénégal sorti en demi-finale pour la deuxième fois d'affilée. Les Lions ont perdu face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Score 65-75. Une défaite très amère pour la délégation puisque l'objectif était de rentrer à la maison avec la coupe. Le récit plutôt de Saïkou Seydi. Sans défense, pourchassés et agressés par des éléphants qui en avaient plus envie. Pour la première fois depuis le début vers le premier quart-temps, 17-13. Ils vont tenter de revenir au deuxième quart-temps, mais par manque de réussite, soit 10 points d'écart, 39-29. S'en sont suivis les troisième et quatrième quart-temps que les Lions ont également perdu. Et pourtant, grâce au Diop, ne sont pas utilisés toute la rencontre, ainsi que Mamadou Faye, qui a eu un maigre temps de jeu du titre de Tunisie à la Côte d'Ivoire. Les Lions vont disputer le match de troisième place contre le Cap-Vert à 9h GMT. Restons à Kigali où la déception est également palpable chez les Sénégalais vivant dans la capitale rwandaise. Ils attendaient tous de voir leur équipe soulever cette coupe de la 30e édition de l'Afro-Basket. Mais ils restent optimistes. Le micro-trottoir réalisé par notre envoyé spécial à Kigali, Saïkou Seydi. Je n'ai jamais été blessé. J'ai toujours gardé ma cité. Et je dis que dans une condition de haut niveau, toutes les paramètres sont importants. Les commissions de préparation qui étaient, le ministère et ils ont maîtrisé la logistique en qualité et en quantité. Et les joueurs en avaient besoin. Mais cela seulement ça ne suffit pas pour gagner. Je sais qu'il y avait la place pour sortir de ce match piège que nous a tendu la Côte d'Ivoire. On a une bonne équipe, mais aujourd'hui la mayonnaise n'a pas tourné. En plus le coach, je me dis que l'expérience reste aussi. Parce que vraiment, au fur et à mesure que le match se déroulait, il aurait dû penser au banc. Parce qu'à un moment donné, on sentait que l'équipe était un peu fatiguée. Et à chaque fois qu'il change, pour mettre les éléments du banc, on revient au score. Et je me dis que c'est la clé du match. C'est quand même une déception. Parce qu'on a un bon groupe et quand vous regardez le déroulement du match, quand même il y a des regrets. À un moment donné, on était à un point d'écart. C'est en ce moment-là, je crois qu'il fallait prendre les choses en main. C'est en ce moment-là qu'il fallait vraiment être présent. Mais bon, on n'est pas dans la tête du coach, on n'est pas dans la tête des joueurs, on n'est pas sur le terrain. Il est très difficile de critiquer les gens parce que le terrain c'est différent des tribunes. Et les garçons ont donné tout ce qu'ils avaient. Maintenant, Dieu en a décidé autrement. Il faut l'accepter et se préparer pour les prochaines échéances. Autre chose, le ministre du Commerce fixe le prix de l'huile et du sucre. Ainsi, les commerçants détaillants doivent publier le prix de façon lisible pour les consommateurs par tout moyen approprié, notamment le marquage, l'étiquetage et l'affichage d'après l'arrêté, une mesure qui ne concerne pour l'heure que la région de Dakar, précise le directeur du commerce. Je vous propose de suivre les explications de Omar Diallo, directeur du commerce. Il est joint au téléphone par Cher Diop. Ce blocage de prix concerne le riz, l'huile, le sucre. Alors, en ce qui concerne le riz, c'est le riz brisé ordinaire qui est fixé au détail à 300 francs le kilo. Pour le sucre cristallisé ou sucre en poudre,
il est fixé à 500 le kilo au détail. Pour 1000 en dosette de 1 quart de litre, en conditionnement de 250 ml, il est fixé à 350 francs de la dosette. Pour l'huile végétale de palme raffinée, le litre d'huile est fixé au détail à 1200 francs. Quel que soit le format dans lequel vous le mettez, 1 litre, 5 litres et 1 litre, le prix du litre ne doit pas être supérieur ou excéder 1200 francs. Alors ces prix doivent faire l'objet d'une publicité, d'un affichage ou d'un marquage de la part du commerçant détaillant et ils sont applicables à partir de la date de notification et de communication. Dès l'instant que la décision est prise pour fixer un prix, il nous appartient, nous, ministère du Commerce, de déployer toute notre énergie pour faire appliquer ces prix-là sur le marché. Il est clair que les commerçants d'eux-mêmes doivent pouvoir les appliquer. Nous aussi, nous devons descendre sur le terrain, occuper l'espace et montrer à tous les commerçants qui sont sur la place, qui sont tenus d'appliquer ces prix et de les faire appliquer. Et c'est ça notre mission fondamentalement. Je le dis, nous allons nous y atteler pour que les prix soient applicables sur l'ensemble de la région de Dakar. Parce que pour les autres régions, il va falloir attendre que les conseils régionaux de la consommation se réunissent pour déterminer les forfaits de transport. Des bagarres et échanges d'invectives ce matin devant les locaux de la sous-préfecture de Grand Dakar pour cause le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz et Abbas Fall, militants du parti PASTEF. Ils dénoncent selon leurs termes un transfert d'électeurs et l'exclusion d'un représentant de la coalition nouvellement organisée Yewwi Askan Wi. Nos reporters Seynabou Babou et Moussa Fall étaient sur place. Regardez. Top départ à Score Liberté 1, le trajet débute au marché de Grand Dakar, ensuite à Nyari Tali et se termine au rond-point Jet d'eau. Barthélémy Diaz a fait le tour avec ses gardes du corps avant d'arriver à la sous-préfecture de Grand Dakar. Devant les locaux, une voiture de police déjà sur place, les agents surveillent l'accès. Soudain, des jets de pierre, des insultes, la situation est tendue. Barthélémy Diaz dénonce des transferts d'électeurs. Nous sommes dans notre droit. Les transferts d'électeurs qui ont été faits hier, plus ou moins, par un responsable de l'APR, de ce ministre du gouvernement, ça ne passera pas. Soit-il un sous-préfet, un préfet ou un gouverneur, ils n'ont pas le droit de violer la loi. Nous sommes en République. Quiconque viole la loi, on lui montrera qu'il n'a pas le droit avec lui. Autre chose que le maire de Mermoz Sacré-Cœur dénonce, l'exclusion selon lui de leurs représentants à la sous-préfecture. Il va plus loin en menace le sous-préfet de Dakar. Aucun sous-préfet, aucun préfet, aucun gouverneur n'est outillé ou habilité à mettre à la porte d'une commission un représentant de parti politique ou de coalition de partis politiques. Et je le répète, je persiste et je signe. Si on revient ici pour la prochaine fois, c'est le sous-préfet lui-même qui sera exclu. Nous sommes rentrés à l'intérieur, nous avons vu un autorisé au téléphone en train d'attendre des instructions. Mais ce qui est constant, c'est que notre représentant qui a été exclu hier est retourné à l'intérieur et il va siéger par force. Ça sera par force. Il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas de débrilement. Ça sera par force, c'est ce que dit la loi. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur juge nécessaire ce qu'il appelle la défense du droit. Nous sommes des responsables. Ce n'est pas de nous disputer. Ce n'est pas de nous battre. Nous avons assez de moyens et nous sommes assez outillés pour nous battre sans avoir à nous mêler. Mais il y a des moments où nous sommes obligés de descendre sur le terrain pour faire comprendre à l'autorisé et non à l'autorité qu'il n'a pas le monopole de la bêtise. La bataille est loin d'être terminée. Le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur compte continuer jusqu'au bout pour sauvegarder les droits, dit-il. Seynabou Babou, les agressions semblent reprendre de plus belle dans la capitale sénégalaise. Prétexte pour donner la parole aux automobilistes et aux usagers. Certains conducteurs ont du mal à reconnaître les malfrats des clients. Tout le contraire des taximans qui usent d'astuces. Quant aux usagers, ils demandent que l'État s'investisse plus dans la sécurité des populations. Le reportage de Boubacar Dia et de Seydina Mbaye. Impossible pour les automobilistes de rouler à leur guise. Les embouteillages dictent leur loi en ces heures de pointe au rond-point Castor. Dans cet arrêt des taxis clando à destination de Keur Massar, nous trouvons ce conducteur de taxi distingué
l'agresseur du client, une routine pour lui. Même quand nous le voyons marcher, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que cette personne est un agresseur, mais pas un client. Souvent, quand nous arrivons vers Kermassar la nuit, nous voyons beaucoup d'agresseurs qui rôdent. C'est pourquoi nous demandons aux clients d'être prudents. Pour éviter de se faire dépouiller de leur gain du jour, ces conducteurs ont des astuces bien particulières. Quand nous roulons la nuit, nous prenons toutes nos précautions. Nous prenons le soin de bien dissimuler notre argent quelque part dans le véhicule. Comme ça, si les agresseurs viennent, ils ne trouveront rien dans nos poches. Les clients, qui sont souvent les victimes, demandent à l'État de veiller à la sécurité des populations. De toute façon, on est dans le véhicule, souvent c'est des embouteillages, les gens en profitent, ouvrent le véhicule, vous agressent, ils prennent tout ce que vous voulez. Les femmes qui sont tous parfois dans leur véhicule seules, on les agresse, on les viole. Bon, ça c'est la sécurité, c'est des missions régaliennes de l'État. À Dakar, le phénomène de l'insécurité urbaine ne cesse de s'exacerber et d'inquiéter les populations sur l'autoroute à péage, dans les embouteillages, presque partout et à la moindre faute d'attention, un agresseur peut surgir de nulle part et commettre son forfait. Les locataires des maisons non attribuées du plan Jaxaay ont reçu des sommations de déguerpissement qu'ils jugent illégales, des sommations récurrentes selon ces habitants qui disent en avoir assez. Ils ont manifesté leur mécontentement et sollicitent l'intervention du président Macky Sall. Le compte-rendu de Mamadou Lamine Fati. Ce sera nos vies qui vont tomber. On ne va plus nous laisser faire. Qu'ils soient accompagnés d'agents assermentés ou pas, qu'ils nous prennent nos vies d'abord. Les occupants des 386 logements non attribués de Jaxaay sont prêts à en découdre avec toute personne qui tenterait de les déguerpir. Ils nous prennent nos vies d'abord, car nous sommes Sénégalais et nous sommes citoyens. Il ne peut pas, des soi-disant membres de la justice, venir faire sortir un citoyen sénégalais pour en mettre un citoyen sénégalais alors qu'ils ont tous les mêmes droits dans ce pays, qui nous appartiennent tous. Certains membres du mouvement And Suxali Jaxaay ont reçu des sommations de déguerpissement qu'ils jugent illégales. On nous envoie des ordonnances de sortie qui viennent maintenant qui pleuvent, on pourrait dire. Ils en ont fait sortir au moins plus de 10 personnes qui fait partie de notre mouvement And Suxali Commune Jaxaay. Et avec des papiers faux, soi-disant attribués, des demeures qu'on a attribuées en 2018 ou 2020. Alors qu'en 2020, l'État lui-même nous a confirmé que ces maisons qu'on a recensées et qu'on nous a attribuées n'ont jamais été attribuées. Ce qui veut dire qu'il y a du faux et usage de faux. Et nous ne pouvons pas accepter cela car l'État est notre interlocuteur. Aujourd'hui, les squatteurs des logements non attribués du plan Jaxaay demandent l'arbitrage du président Macky Sall. Nous demandons à l'État de voler à notre secours le plus rapidement possible, car ils se font accompagner des agents assermentés de la police de Jaxaay. Ils se font accompagner avec des agents assermentés de la police de Jaxaay, soi-disant qu'ils viennent pour sécuriser, pour qu'il n'y ait pas d'échauffourée. Si il y aura d'échauffourée, il va en avoir. Car on ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas l'accepter, car ce sera nos vies qui vont tomber pour qu'ils puissent reprendre ces demeures. Depuis 2014, le programme de logement du plan Jaxaay souffre d'une léthargie. Certaines personnes en ont profité pour occuper les lieux. Aujourd'hui, ces personnes sont sommées de plier bagages. Autre grogne cette fois dans la cité religieuse de Touba. Les habitants du quartier Yonou Darou Rahman ont manifesté leur colère contre les autorités municipales et religieuses. Ils les trouvent trop laxistes face au problème des inondations notées dans la localité. Yonou Darou Rahman exige une réaction bien avant la célébration du 18 Safar. La correspondance de Gorondaklo et Tchornefaï. Ils ont arboré des brassards rouges pour manifester leur colère
Ce sont les habitants de Yonou Darou Rahman qui, à l'approche du Grand Magal de Touba, s'érigent en bouclier pour faire face aux inondations qui hantent leur quiétude. Depuis le début de l'hivernage, nous vivons dans ces conditions. Les eaux pluviales ont emporté tout et bon nombre de familles ont déjà quitté leur maison. D'autres n'ont pas où aller. C'est vraiment difficile. Très remonté contre l'édile de la ville de Touba, la population de Yonou Darou Rahman déplore l'inertie des autorités administratives. Nous n'avons pas senti la présence du maire car nous ne l'avons pas vu venir vers les sinistrés. Raison pour laquelle nous nous demandons est-ce que Touba a une équipe municipale. Les autorités pensent que seuls Ndamatou et Kernyang sont les quartiers impactés par les inondations alors que Yonou Darou est inaccessible. À cet effet, ils invitent l'État du Sénégal et les chefs religieuses à déployer les moyens pour soulager les impacts des inondations. Nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent nous aider car le Magal se pointe à l'horizon et nous voulons regagner nos maisons. Et d'ici là, il faut que les autorités accélèrent les opérations d'évacuation des eaux pluviales. Face à la presse, les habitants de Yonou Darou Rahman dénoncent le mutisme des autorités face à leur situation. Et retour à Dakar, l'utilisation des produits pour la prise de poids est un véritable marché au Sénégal. Le phénomène fait tache d'huile, surtout du côté de la jante féminine. Objectif est ressortir les formes ou grossir le fessier. Un business florissant malgré les effets secondaires dangereux de ces produits. Le reportage de Ami Diouf au marché Dior des Parcelles Assainies. Regardez. Comprimés, sirop, huile, crème ou suppositoire, la nouvelle méthode des femmes pour avoir de belles rondeurs. Nous sommes dans une boutique qui propose ce genre de produits, des produits avec un mode d'emploi précis. C'est un business qui marche très bien. Les filles viennent tous les jours pour en acheter. Les produits varient. Nous avons le bonbon. C'est une pommade que l'on applique sur les fesses et les seins avant d'aller au lit. Il y a aussi le sirop Bobaraba et le Dinuel. Nous avons aussi des comprimés. Ces produits sont utilisés aussi bien par des hommes que des femmes. Marem Diop fait un suivi de ses clients pour prévenir les effets secondaires. Cela est devenu une tendance parce que les hommes aiment les femmes aux formes généreuses. Il y en a aussi des hommes qui viennent pour acheter. Il y a des effets secondaires, mais moi je fais un suivi de mes clients. Quand je constate que son poids commence à déborder, je lui demande d'arrêter. Après, il y a un certain moment où donc du coup, tout le temps, arrêter. Beaucoup de jeunes filles utilisent ces produits pour plaire à leurs hommes. Fatou Diagne préfère rester naturelle. Non, je préfère rester naturel. Personnellement, je n'utilise pas ces produits parce que c'est trop risqué. Je préfère être naturel. Si un homme veut sortir avec moi, il devra m'aimer tel que je suis, naturel. J'ai déjà des formes généreuses comme toute femme africaine, bon teint. Il est rare, voire impossible de surfer sur le net sans voir des publications de vente de produits qui font grossir à un temps record. Pourtant, ni la composition ni l'origine du produit ne peuvent être vérifiés et les effets secondaires sont souvent inévitables et peuvent s'avérer dangereux. Somnolence, problèmes cardiovasculaires, hypertension artérielle, entre autres. Des produits donc dangereux. Merci Ami Diouf. Les migrants et le nouveau magazine axé sur les questions migratoires. L'initiative se veut de corriger un vide noté dans les rédactions selon le rédacteur en chef. Néanmoins, ce dernier est conscient des difficultés d'accès à l'information dans ce domaine. Abdourahman Lissé Dinambaye.
Les Migrants, un magazine consacré essentiellement aux questions migratoires, voit le jour au Sénégal. Un magazine né d'un constat, un tableau sombre dans le traitement de l'information migratoire au niveau national. Un vide dans le cadre du traitement de l'information migratoire au Sénégal, au niveau de la presse sénégalaise de façon globale. C'est-à-dire que les questions migratoires étaient traitées jusqu'ici de façon parcellaire ou alors occasionnellement. Par ailleurs, les responsables du magazine se disent conscients des difficultés des journalistes à avoir accès à l'information. Au mois de novembre 2020, l'Organisation internationale des migrations déplorait la mort de 140 personnes au cours d'un seul naufrage. Bilan contesté par le gouvernement sénégalais, entre autres informations que des journalistes sénégalais n'ont pas pu recouper. On va rompre avec ce qu'on va appeler le journalisme assis. Parce que ce sera vraiment un travail fouillé qu'on va faire, ce sera des recherches, ce sera des enquêtes, ce sera des investigations qu'on va faire sur vraiment les questions migratoires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du Sénégal aujourd'hui, on a même un problème de statistiques sur l'information migratoire. Tantôt l'État va vous donner des informations, tantôt l'OIM va vous donner des informations. Ou même l'État des fois se base sur les informations fournies par l'OIM. On compte bien travailler avec les services techniques de l'État qui s'occupent des questions de migration, mais ce travail-là, c'est une collaboration franche. D'ailleurs, un séminaire avait réuni journalistes spécialisés en migration et membres du service de l'État coordonnant tout ce qui est migration au Sénégal pour se pencher sur cette problématique. Ce que vous venez de souligner comme difficulté, j'estime qu'a été aplané ce jour-là. Aujourd'hui, je me réjouis de constater qu'il y a non seulement une source d'information sûre, mais aussi la chaîne de transmission de cette information se fait sur des bases très consensuelles, là où il y a véritablement une confiance véritable. En attendant l'adoption de la loi sur l'accès à l'information prévue cette année, ces représentants de l'État espèrent de ce magazine une interface entre les décideurs publics et les populations pour des informations irréfutables. Comme vous le savez sans doute, Air Sénégal International assure désormais la desserte de New York et de Washington, une nouvelle étape pour la compagnie nationale. Son avenir est presque sur toutes les lèvres, mais le directeur général Ibrahima Kane rassure et invoque les bases solides de l'actuelle compagnie aérienne qui la distingue des précédentes. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Washington. Suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Migui Maramia et Séléman Diallo. Air Afrique et Sénégal Airlines ont été les deux premières compagnies au Sénégal, mais elles n'ont pas pu résister aux turbulences. Air Sénégal, qui a pris le relais depuis 3 ans, a pris son envol et s'ouvre le ciel américain. Des bases solides ont été posées, rassure le directeur de la compagnie nationale. Aujourd'hui, Air Sénégal, ce n'est pas juste un projet d'une compagnie aérienne. Il faut bien voir la différence avec ce qui s'est passé auparavant. Air Sénégal SA et à l'intérieur d'un projet qui est un des 27 projets phares du plan Sénégal émergent. Si vous allez sur le site internet du PSE, vous allez voir sur ces 27 projets phares et les 17 réformes, et ces 27 projets, il y en a un qui s'appelle Dakar Hub aérien. Et ce projet, l'État du Sénégal a déjà investi un peu plus d'$1 milliard pour faire l'aéroport. L'État sénégalais a déjà investi à peu près $600 millions pour faire la compagnie aérienne. L'État est en train d'investir à peu près $400 millions pour faire les aéroports régionaux. Je suis juste en train de dire que c'est un projet qui n'est pas juste une compagnie aérienne, c'est à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus grand, qui est un projet de développement économique. Le développement économique passe forcément par la qualité des ressources humaines, reconnaît Ibrahima Kane. Aujourd'hui, Air Sénégal est en train de recruter 20 cadets pilotes avec l'assistance de l'armée de l'air. Le concours c'est en début septembre, donc autour du 11 septembre. Il y a déjà 4000 ou 5000 candidats qui ont postulé. On va recruter 30 techniciens avions. On n'en a pas au Sénégal, il n'y en a même pas une dizaine aujourd'hui sur place. On a besoin chaque année de 30 techniciens sur les 5 ans à venir pour maintenir nos avions. Nous allons construire ce métier, nous allons construire cette activité économique. C'est ça la différence. La deuxième différence, c'est le marché. Je donne un exemple. En 2001, Air Afrique s'est arrêté. En 2001, le trafic entre juste Paris, Dakar, plus Abidjan, plus Bamako. En 2019, le trafic Dakar-Paris était plus grand.
que ce que je viens de citer juste précédemment. Le marché a changé, il n'est plus même, c'est ça la différence entre Air Sénégal et ce qui se passait avant. Son avenir sécurisé, cette compagnie nationale veut également imprimer sa marque. L'esprit Teranga sera porté en bandoulière par le personnel, selon le directeur. Que les gens puissent accueillir la personne, que la personne se sente chez elle, parce qu'elle retrouve cette chaleur que nous avons, que nous partageons tous les jours, sans même savoir ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qu'on essaie de traduire, évidemment, dans un environnement rigoureux, professionnel, avec la sécurité en premier, avec des procédures rigides, industrielles, strictes, mais où on perçoit quand même cette particularité sénégalaise. C'est ça que nous appelons les critères. Ce sont des choses très concrètes, mais qui viennent de nos racines. La tradition sénégalaise sera donc à bord des appareils d'Air Sénégal, une compagnie qui, après 3 années d'existence, s'est ouverte à 3 continents sur 5. Dès lors, le tour du monde n'est plus bien loin. La hausse des denrées alimentaires crée la psychose chez les consommateurs. La crainte d'une inflation généralisée des prix hantait déjà les consommateurs. Elle est désormais effective. Dans son édito intitulé Valse des prix, le directeur du site emedia.sn, Mamadou Ndiaye, est revenu largement sur les pénuries et les ruptures d'approvisionnement constatées à Dakar et dans les régions. Les détails dans votre rubrique hebdomadaire article de la semaine avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. Sucre presque introuvable, l'huile, le riz, le mil, la farine et une crielle d'autres condiments qui coûtent plus cher que d'ordinaire. Conséquence, c'est le temps de la valse des prix. Valse des prix parce que simplement les prix ont cessé d'être stables et ensuite il y a comme une frénésie entre les différents commerçants pour jouer sur la psychologie des gens et organiser des hausses continues. Chaque jour, quand quelqu'un quitte chez lui et va à une boutique ou bien va au marché, il trouve que les prix de la veille ne sont plus les mêmes le lendemain. Et donc, on ne peut pas entretenir un rapport avec la consommation de cette façon. Si bien que ceux qui sont les plus victimes, ce sont les populations, les familles. Si vous avez 1000 francs à aller acheter du pain, vous revenez, on vous dit peut-être que le pain s'est accru. Simplement parce que la farine aussi a doublé de prix, ou bien peut-être que le blé qui est donc à l'origine de la farine, qui est à l'origine du pain, le blé lui-même a augmenté et on ne sait plus où donner de la tête et on ne sait plus à quel sens s'ouvrir. Donc il y a une sorte de danse des prix. On jongle avec les prix et ensuite ça ne détermine pas peut-être le pouvoir d'achat des gens, mais au contraire ça l'aggrave et ça l'affaiblit. L'inflation s'adosse à une raison qualifiée par mon confrère de laborieuse. Il s'agit du surcoût des intrants industriels et des matières premières. La hausse de la consommation et la hausse des prix relative en plus en Europe a coïncidé ici avec peut-être une spéculation tous azimuts sur les prix parce que simplement on a reproduit le même schéma et on a dit voilà les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets et donc les populations sont les victimes. Mais ici, ce qui aggrave maintenant la situation, c'est que même le système concurrentiel est interrompu. Autrement dit, les acteurs des filières marchandes se sont entendus entre eux pour fixer des prix et ensuite faire comme s'il de rien n'était. Alors que la concurrence qui est issue effectivement de la libéralisation justement du secteur commerce avait permis aux acteurs, chacun d'investir un créneau, mais en même temps aussi d'accepter qu'il y a la liberté des prix à l'intérieur justement du créneau. Mais si les gens s'entendent, il y a entorse à la concurrence et en fait il y a une distorsion. Et de cette distorsion-là, elle ne pénalise que ceux qui détiennent peu de moyens et qui tous les jours ne savent plus vers qui s'orienter pour acheter le pain, vers qui s'orienter pour acheter le lait pour les enfants, encore moins peut-être le riz ou la semoule. Et pour l'endettement du Sénégal avancé par certains et qui expliquerait cette situation, l'éditorialiste du site emedia.sn se veut prudent. Explication. L'État était dans une dynamique de s'endetter pour financer des investissements, mais le coronavirus est arrivé en mars 2020, n'est-ce pas? Si bien que
ça a à la limite même coupé court à l'élan de l'État d'investir dans les chantiers, qui permettrait donc d'employer plus de monde, mais à ces employés également de bénéficier sans doute de revenus plus ou moins constants, qui permettrait donc aux familles d'accroître un peu leurs revenus et de voir un peu une redistribution des richesses. Cet élément-là était un élément positif. Maintenant, il y a moins de possibilités de s'endetter, mais l'État peut maintenant jouer sur un autre levier, celui de taxer un certain nombre de produits relativement inaccessibles du point de vue de leur prix, mais dont la consommation quand même n'est pas aléatoire. Si bien que quand les commerçants ont dit l'État est en train de nous taxer, nous ne dirons pas non, mais nous pourrons répercuter la hausse et les taxes qui nous sont infligées aux populations. Et c'est là où peut-être maintenant ça ne marche pas. Parce que un commerçant, quand il est au moins dans la prévision, il stocke de la marchandise. Le coût d'achat de la marchandise stockée n'est pas le même que celui vendu quand peut-être il y a nécessité de marché de produits. Que dire de la rétention, de la pénurie ou des ruptures d'approvisionnement? Consommateurs et commerçants se rejettent la responsabilité et les autorités de régulation. Dans tout cela, le Conseil national de la consommation convoqué mardi et qui a réuni les acteurs suscite-t-il de l'espoir? Là, j'ai eu l'impression peut-être que de part et d'autre, les gens se sont expliqués, se sont compris. Parce qu'en fait, c'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs. Ils se comprennent, ils se connaissent et ils connaissent également une bonne lecture de la conjoncture mondiale et internationale. Ça, c'est un aspect, même positif. Mais la concertation, elle doit avoir lieu. Parce que quand elle n'a pas lieu, elle déstructure un peu notre économie. Et surtout, peut-être, le secteur commercial, le secteur commerce lui-même, il est désarticulé du fait que les gens ne se parlent pas. Or, il y a nécessité de se parler, ne serait-ce que peut-être pour maintenir les grands agrégats de l'économie nationale. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect maintenant, c'est de voir la possibilité que nous avons de ne plus recourir à l'extérieur pour peut-être nous approvisionner en cas de coup dur, mais de nous organiser à l'intérieur, ne serait-ce que pour assurer la sécurité alimentaire justement du grand nombre. Ça, c'est possible. Donc, il y a possibilité en même temps d'étendre les surfaces à cultiver qui permettraient aux paysans donc de cultiver du riz, de trouver des débouchés et donc d'avoir des revenus accrus et qui permettraient sans doute de stabiliser donc le pouvoir d'achat du monde rural et du monde agricole. Mais ces aspects-là ont fait que l'État également a dit à un moment donné, moi aussi je peux lever les pieds sur un certain nombre de taxes qui permettraient sans doute maintenant de réguler un peu la circulation des marchandises, mais qui permettrait sans doute également aux commerçants de ne plus répercuter donc les surtaxes à la consommation. Comme quoi la stabilité sociale est à ce prix. Édito que vous pouvez retrouver sur www.emedia.sn et ainsi restez informés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h45. Bonne soirée à vous.